bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve en ce dimanche pour parler pour une fois, de quelqu'un que vous avez sans doute déjà entendu parler, puisqu'il s'agit de la comtesse Erzsébet Báthory, ou plus connue sous le nom d'Elisabeth Báthory. Je sais que beaucoup ont déjà fait des vidéos dessus, mais si l'on parle de vampires, et comme ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo dessus, c'est quasiment un cas dont on est quasiment obligé de parler, dirait-on. Même si le cas Elisabeth Báthory fait beaucoup parler et que on serait plus sur une légende que sur des faits réels, comme nous n'en sommes pas sûrs à 100%, j'ai quand même décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler de Erzsébet Báthory. Elisabeth Báthory, si vous ne la connaissez pas, elle est plutôt connue sous le nom de comtesse sanglante, ou alors comtesse Dracula, ou même ogresse des Carpates. Mais qui était-elle au fond ? Qu'a-t-elle fait exactement pour être condamnée? Et quelles sont les actions qui l'ont amenée à être un petit peu quand même beaucoup à l'origine du mythe du vampire que l'on connaît? Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai décidé de parler d'elle. Eh bien, je vais vous parler donc chronologiquement des faits la concernant, donc aussi bien de sa vie pour que vous la connaissiez un peu mieux, sachant, je précise que je ne vous dis pas tout de ce qui la concerne, puisque sinon, pour une vidéo pour parler du vampire Elisabeth Báthory, ce serait plus une vidéo biographie d'Elisabeth Báthory. Or, c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai juste pris les choses, on va dire, un peu principales de son histoire. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, les accusations, tout ça. Donc on va dire c'est partagé entre les deux. Enfin, vous allez voir. Elisabeth Báthory de Exen, ou bien Erzsébet Báthory en hongrois, ou Elżbieta Bátorjová Nadosdjová en slovaque, est une comtesse hongroise qui vient donc de la famille princière des Báthory. Elle est née le 7 août 1560. Elle va passer son enfance au château donc d'Exed dans sa famille, qui est une propriété familiale donc, qui se situe à Nyírbátor. Alors excusez-moi, je ne parle pas hongrois, donc je vous le lis tel quel. Donc ne m'en voulez pas. Mais donc comme vous l'aurez compris, ça se situe dans le royaume de Hongrie. Son père se nomme György Báthory, c'est un membre de la branche Exed de la famille Báthory. Lui, il est plutôt favorable aux Habsbourg. C'est d'ailleurs l'un des frères d'André Báthory, qui est gouverneur de la Transylvanie de 1552 à 1553 pour le comte des Habsbourg. Alors cette info pourrait être enlevée si l'on peut dire, mais je l'ai gardée puisqu'on y évoque la Transylvanie. Et vous savez que Vampire Transylvanie, si je vous dis Dracula, ça vous dit quelque chose? Enfin, vous comprenez que la situation a pas mal aidé la légende d'Elisabeth là-dessus. Mais revenons à son histoire. Donc je vais vous parler de son père. Il y a aussi sa mère, Anna, qui elle vient de la branche Somlyo de la famille Báthory. C'est la nièce d'Étienne Báthory, prince de Transylvanie, qui deviendra plus tard même un roi de Pologne. Elisabeth va être élevée dans le protestantisme et le calvinisme. En tant que jeune femme, elle va apprendre tout ce qui est latin, allemand et grec. Et vous vous doutez, vu ce que sont devenus donc ses oncles, etc., qu'elle est née dans une famille qui est assez quand même privilégiée et noble, et que niveau richesse, elle n'a pas trop de quoi se plaindre. Donc du coup, elle a pu recevoir une bonne éducation et la position sociale qui va avec. Avant l'âge de 13 ans, Elisabeth aurait donné naissance à un enfant. Celui-ci aurait été engendré par un garçon paysan. Cet enfant aurait été ensuite donné à une femme locale à qui la famille Báthory avait totalement confiance. On l'a payé pour cela et elle a emmené l'enfant en Valachie. À l'âge de 13 ans, elle se mariera. Mais avant cela, il y a les fiançailles. Et ces fiançailles auront lieu à l'âge de ses 11 ans. Elle va être promise à Ferenc Nadasdy et confiée à sa future belle-mère, Orsolya Nadasdy.
c'est elle qui va la préparer à son devoir d'épouse et de mère. Ça peut choquer aujourd'hui, je peux le comprendre, mais à l'époque, c'était totalement logique. Son statut social à Élisabeth est supérieur à celui de son mari. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle continuera à s'appeler Élisabeth Báthory et ne prendra pas donc le nom de Nadasdy. Le couple se mariera, lui avait 19 ans. Ils vont se marier au palais de Vranov nad Toplou, ou Varano en hongrois, et cela le 8 mai 1575 avec environ 4000 invités. Ensuite, celle-ci va déménager au château de Nadasdy, qui se trouve à Sarvar, et elle va malheureusement y passer beaucoup de temps toute seule, puisque son mari, à ce moment-là, étudie à Vienne. Comme cadeau de mariage, son mari va lui faire quelque part un très beau cadeau, puisqu'il va lui offrir un château. Le château de Kastice, qui se situe dans les Carpates, près de Trenčín, qui est entouré d'un village et de différents champs. Nadasdy va l'acheter à l'empereur Rodolphe II du Saint-Empire, donc ça en fait une propriété de la famille. En 1578, Nadasdy va devenir commandant en chef des troupes hongroises et il va les mener durant la guerre contre l'Empire ottoman. Dites-vous que à cette époque, Nadasdy est à peu près comme tous les hommes nobles, nous allons dire, courageux et cruels. Pendant les absences de son mari lors des batailles, Élisabeth va gérer seule les affaires. Avec les nombreuses absences, etc., et bien, pendant leurs 10 premières années de mariage, ils n'auront pas d'enfants. Ce n'est qu'en 1585 que naîtra une fille, Anna. Puis ensuite, une autre fille arrivera, Orsolaya. Ensuite, un fils, Andras. Mais malheureusement, il mourra très jeune puisqu'il mourra à l'âge de 7 ans. Puis plus tard, en 1598 et un peu avant, Élisabeth va donner naissance à Katharina et à Paul, qui est l'équivalent de notre Paul à nous français. D'ailleurs, sachez, petite info, que sa fille Anna va plus tard devenir l'épouse de Nicolas Wyszynski et Orsolaya va elle devenir l'épouse d'István de Béniot. Juste comme ça, petite info peut-être inutile, vous en faites ce que vous voulez. Alors certaines chroniques disent qu'ils auraient eu un autre fils qui se serait nommé Miklos Nadasdy, mais malheureusement on ne peut rien confirmer et c'est peut-être juste un cousin comme ça car il n'est pas nommé dans le testament que la comtesse a fait en 1610. On dit aussi qu'elle aurait eu un fils du nom de Gheorghi Nadasdy. On sait juste qu'il est noté comme étant l'un des nourrissons Nadasdy décédés, c'est tout, mais là encore, rien ne peut être confirmé. Tous les enfants d'Élisabeth vont bien sûr, comme assez à cette époque avec la noblesse, être pris en charge par des gouvernantes. Lorsque son mari va faire la longue guerre contre les Ottomans de 1593 à 1606, Élisabeth sera chargée de défendre les propriétés de son mari, ce qui est logique, vu que le mari n'est pas là, c'est la femme qui se retrouve à gérer tout ce qui est affaires, propriété, justice, etc. Mais j'avais déjà évoqué ça avec quelqu'un d'autre dans une vidéo. Mais à cette époque, déjà, la menace est très sérieuse, puisque le village de Kastice a été pillé par les Turcs en 1599. Et Sarvar, qui se situe près de la frontière qui sépare la Hongrie royale et la Hongrie ottomane, est même en plus grand danger. Pour son époque, vu qu'elle est noble, Élisabeth est donc une femme très cultivée puisqu'elle sait lire et écrire en hongrois, en allemand, en slovaque, en romain, en grec et en latin. Même moi, je n'ai pas appris autant. D'après les lettres qu'elle a laissées, on connaît aussi plusieurs cas où elle va intervenir en faveur de nécessiteux, notamment auprès d'une femme dont le mari avait été capturé par les Turcs, ou un autre cas encore, où une fille avait été violée et mise enceinte. En 1604, Ferenc meurt à l'âge de 47 ans. Apparemment, il serait décédé suite à une blessure reçue au combat. Mais si l'on en croit d'autres sources, il aurait été tout bonnement assassiné par une prostituée ou bien par le général Giorgio Basta, qui était un condottiere italien qui était au service des Habsbourg. Et comme vous l'avez compris, s'il a assassiné les Báthory, c'était qu'il était contre ceux-ci en Transylvanie. Mais des doutes vont commencer à planer en ce qui concerne Élisabeth Báthory. C'est un pasteur luthérien, István Magyari, qui va venir dénoncer publiquement à la cour de Vienne les atrocités que ferait subir celle-ci à certaines femmes et jeunes femmes. Et cela se déroulera entre 1602 et 1604.
Alors à l'époque, les autorités vont quand même mettre un certain temps avant de vouloir répondre aux plaintes du pasteur. Et c'est en 1610 que finalement l'empereur Matthias Ier du Saint-Empire va charger un homme du nom de György Thurzó, ou Thurzó, qui est un palatin de Hongrie, d'enquêter sur ce cas. En mars 1610, il va demander à 2 notaires de rassembler des preuves de ce dont est accusée Élisabeth. Avant même d'avoir obtenu des résultats, Thurzó va commencer à négocier avec le fils d'Élisabeth et avec ses 2 beaux-fils. Sachant qu'à cette époque, pour un noble, un procès et une exécution seraient amenés un petit peu quand même à un petit scandale public, quoi. Et aussi, en même temps, ce que redoutent beaucoup de nobles, c'est-à-dire la disgrâce, eh bien, la fortune d'Élisabeth, qui était à cette époque considérable, aurait alors été saisie par la couronne. Donc Thurzó va seulement assigner la comtesse à résidence. En tout, on va dénombrer plus de 300 témoignages qui vont être collectés en un an de 1610 à 1611. Enfin, les rapports du procès comprennent les témoignages de 4 accusés, ainsi que de 13 autres témoins, notamment le castellan et le reste du personnel du château de Sarvar. Ces premières victimes ont dit que ce seraient les jeunes paysannes de la région, qui seraient attirées à Katowice par des offres de travail qui seraient bien payées, pour être tout simplement servante au château. Plus tard, elle aurait même commencé à tuer des filles, de la petite noblesse bien sûr. C'était les parents qui envoyaient celle-ci chez Élisabeth Báthory pour y apprendre un petit peu l'étiquette, comme on dit. Vous savez, les choses à faire ou ne pas faire dans la noblesse. Paraît qu'il y aurait même eu des rapts qui auraient été pratiqués. Lors du procès, on va s'amuser à décrire les tortures qu'aurait fait subir Élisabeth Báthory à ces jeunes femmes. Car oui, ce ne sont que des suppositions, vu que ces fameuses tortures n'ont été établies que par des oui-dire à droite et à gauche. Donc, selon ce que les gens ont dit, Élisabeth aurait organisé de longs passages à tabac entraînant souvent la mort, des brûlures et d'autres mutilations au niveau des mains, parfois même sur le visage et les parties génitales, des morsures au niveau de la peau du visage, des bras et du corps, une exposition au froid entraînant la mort, une mise à mort par dénutrition. Mais ce n'est pas tout, puisque selon les archives de la ville de Budapest, on dit aussi que certaines filles auraient été ébouillantées avec des pinces chaudes, puis placées dans de l'eau glacée, ou on les aurait couvertes de miel et de fourmis vivantes. On a même été jusqu'à soupçonner Élisabeth de cannibalisme. On va en rajouter encore un petit peu, car oui, tant qu'à faire, quand on n'en a pas assez, quand c'est des oui-dire, autant rajouter tout ce qu'on peut. Certains de ses collaborateurs, apparemment, lui disent qu'elle aurait utilisé des aiguilles, notamment pour mettre sous les ongles, par exemple. Certains témoins, du coup, vont dire que certains de leurs proches sont morts au château, d'autres vont rapporter des traces de torture sur des cadavres, et d'autres vont dire que certaines victimes d'Élisabeth seraient enterrées au cimetière ou dans des lieux divers, mais on pourrait faire une liste tellement les versions peuvent être différentes. On a juste 2 noms dans cette histoire, qui eux vont dire avoir vu la comtesse torturer et tuer de jeunes servantes. Ces 2 témoins, c'est les fonctionnaires de la cour Benedek Deseo et Jakab Chilsvasi. En fait, ce dont on accuse Élisabeth Báthory, c'est d'avoir eu comme une sorte d'obsession du sang. Ce que l'on raconte et qui fait d'elle donc ce fameux mythe du vampire d'Erzsébet Báthory, c'est qu'elle se serait beaucoup trop ennuyée pendant que son mari partait à la guerre et que pour se divertir, dira-t-on, elle s'amusait à infliger des sévices corporels à son personnel. Et comme je vous le disais, n'oubliez pas qu'à l'époque, c'était donc nous, le roi, mais bon, là, en l'occurrence, la comtesse chez elle, comme son mari n'était pas là, c'était elle qui faisait un petit peu ce qu'elle voulait, et si elle avait envie de taper son personnel, eh bien, elle en avait tout à fait le droit. De toute façon, c'est dans la légende, hein, on dit qu'elle aimait torturer. Et selon la légende, d'ailleurs, sachez que son mari, Ferenc Nadasdy, lui aussi, il aurait bien aimé de temps en temps les petites tortures, et il soutenait complètement ce que faisait sa femme. Il allait même jusqu'à lui apprendre de nouvelles façons d'infliger la douleur.
Mais après la mort de celui-ci, elle ne se serait pas contentée simplement de cette torture. Cela serait passé à, comme qui dirait, niveau supérieur. Elle a commencé à utiliser des fils barbelés, un gourdin épais ou des pinces en fer. Il existerait une liste continue des plans horribles qu'elle aurait mis en place pour faire diverses tortures de plus en plus cruelles sur son personnel. Et après donc sur, possiblement, des jeunes femmes. D'ailleurs, elle a tristement créé un appareil dont on connaît encore l'existence aujourd'hui, puisque c'est elle qui a inventé l'Iron Virgin. Vous savez, cette jolie petite cage en fer avec des clous de part et d'autre que si vous refermez, enfin vous faites l'image, hein, je vous en dirai pas plus là-dessus. En fait, elle a conçu cette magnifique cage en s'inspirant de l'Iron Maiden. Et on a moulé cette cage comme si on aurait voulu dessiner le corps d'une femme. Mais là encore, vous direz, ça explique pas vraiment sa légende qui dit qu'elle est un vampire. En fait, tout aurait commencé, cette obsession du sang et ce mythe qu'elle serait un vampire qui adore le sang, eh bien lorsqu'elle s'en serait pris à l'une de ses jeunes servantes. En la torturant un petit peu ou en la frappant, on ne sait pas exactement, eh bien il y aurait eu quelques taches de sang qui seraient arrivées sur Elisabeth. Et elle a alors remarqué qu'au contact du sang de la jeune servante, eh bien sa peau s'était comme resserrée. Comme si elle devenait plus jeune en fait. Et c'est alors seulement qu'elle serait devenue obsédée par ce sang. Car avant, oui, c'était juste un simple petit plaisir. Vous me direz, chacun ses plaisirs, hein. Mais bon, après, c'était l'époque qui voulait ça, que voulez-vous? C'est ensuite donc qu'elle aurait utilisé sa fameuse vierge de fer pour pouvoir se baigner dans le sang de jeunes vierges. Vous me direz, ça fait déjà beaucoup, je suis d'accord. Ce qui est gros aussi, c'est que se baigner dans le sang des jeunes vierges, je sais qu'on a quand même beaucoup de sang dans le corps, mais pour remplir une baignoire, il en faut plus d'une quand même. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Puisqu'on ajoute à cela, puisque c'est déjà pas assez déjà en ce qui concerne Elisabeth, elle aurait aimé aussi mordre les morceaux du corps des filles. Son obsession aurait même été telle pour obtenir la jeunesse éternelle, eh bien que elle voulait à tout prix de plus en plus souvent du sang, et donc que les filles qui disparaissaient des villages étaient de plus en plus nombreuses. Selon les déclarations des accusés au moment du procès, Elisabeth Báthory aurait torturé et tué ses victimes non seulement à Kačice, mais également dans ses propriétés de Beko, Sarva, Dutzkrust, Németh-Kerestur, Bratislava, Vienne, et même au passage sur le chemin qui les amenait en ces différents lieux. En plus de tous les accusés, plusieurs personnes vont être nommées pour avoir aidé Elisabeth Báthory à trouver ces fameuses jeunes femmes, qui généralement étaient obtenues soit par tromperie, soit par la force. On va notamment noter le nom d'Anna Dávruja. C'était apparemment une femme des environs, dont la rumeur dit qu'elle aurait joué un rôle assez important dans le déclenchement des agissements sadiques d'Elisabeth. Elle serait cependant morte avant cette dernière. Tout va être découvert lorsque notre cher Thurzo, oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de celui-là, va se décider comme ça, le 30 décembre 1610, de se rendre au château de Kačice. Et apparemment, au moment où il serait arrivé au château, il aurait pris Elisabeth Báthory en flagrant délit. Il va alors tout de suite l'arrêter et en même temps arrêter 4 de ses serviteurs, qui eux vont être accusés de complicité. Ces 4 serviteurs sont Dorothea Zemtest, Ilona Dio, Katarina Benica et János Juhasvary. À leur arrivée, les hommes de Thurzo auraient trouvé une jeune fille morte et ils ont signalé qu'il y avait aussi une autre jeune femme qui avait été retrouvée blessée, tandis que d'autres étaient enfermées. Bien que ça soit assez communément admis que la comtesse ait été prise en flagrant délit de torture, bien il y a peu de preuves qui prouvent que les dires de Thurzo sont vrais en fait. Au départ, Thurzo va déclarer aux invités de Báthory et aux villageois qu'il l'avait prise en flagrant délit. Cependant, elle va être arrêtée, détenue avant la découverte ou même la présentation d'une victime. Donc, comment on peut expliquer, si tu l'as vu sur le fait, comment tu peux l'avoir arrêtée avant de découvrir sa victime? Là, il y a clairement un petit problème dans les dires de Thurzo.
Il semblerait même très probable que l'idée même de Turzo qui, selon ses dires, aurait vu Elisabeth couverte de sang, soit simplement, vous savez, le style de j'ai arrêté une grande criminelle et donc il a un petit peu beaucoup embelli les choses. Au final, le nombre total de jeunes filles torturées et tuées par Elisabeth Bathory reste totalement inconnu. On n'a réussi à faire qu'une approximation, toujours selon les oui-dire, d'une centaine à peu près de femmes mortes entre les années 1585 et 1610. Mais après, comme c'est selon les oui-dire, vous vous doutez que c'est un peu... Vous savez, c'est un peu comme les manifestations et la police aujourd'hui. C'est selon les manifestants, ils étaient 1000, selon la police, ils étaient 500, selon tel groupe, ils étaient... Enfin voilà. Là, ça a été un petit peu la même chose en ce qui concerne Elisabeth Bathory. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. Puisque deux serviteurs, Zentes et Fico, vont eux rapporter qu'ils auraient vu 36 à 37, ils sont pas sûrs après, meurtres au cours de leur période de service pour la comtesse. Les accusés, donc les 4 accusés, eux estiment à une cinquantaine ou plus. Le personnel du château de Sarvar, lui, va plutôt évaluer le nombre de corps qu'ils ont retirés du château à une centaine, peut-être même jusqu'à 200, c'est jamais, on fait monter les enchères. Et un témoin au tribunal va même évoquer un certain carnet dans lequel Elisabeth Bathory aurait consigné elle-même le nombre de 650 victimes. Cependant, ce qui a été bizarre, c'est que ce carnet n'a été mentionné nulle part ailleurs et qu'on ne l'a plus jamais revu. Il a disparu comme par enchantement. Mais malgré tout, ce nombre va rester et coller à la peau de la légende d'Elisabeth Bathory. Comme je vous disais, à ma manière, ces chefs d'accusation vont être pris avec prudence en ce qui concerne les historiens qui ont étudié le cas Elisabeth Bathory. La BBC va elle-même souligner la nature du procès rend toutes les preuves fournies suspectes, car elles ont été extirpées sous la torture ou menace de torture. C'est un point que va souligner également un historien, Miklos Molnar, qui est spécialiste de la Hongrie, et qui n'exclut pas que toute cette affaire soit tout simplement un coup monté. Il trouvait que Elisabeth Bathory, maintenant qu'elle n'avait plus de mari, était un petit peu trop riche à leur goût et trop puissante, et ils auraient décidé de la faire taire et de faire main basse sur sa fortune. Donc pour cela, ils auraient un petit peu, si vous voulez, fait que les témoins inventent ou exagèrent des petits faits du quotidien, dans le seul but tout simplement de mettre fin à leur supplice, soi-disant, au service de Bathory. Par ailleurs, d'ailleurs, Molnar va souligner qu'aucun corps n'a été trouvé et qu'au passage, Elisabeth Bathory n'a même pas eu une seule petite chance de se défendre contre les accusations qui ont été portées contre elle. Mais il va conclure quand même ainsi, et là je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit « Il est possible qu'elle ait commis ces crimes, rien n'est exclu, cependant, rien n'est prouvé. » Et en ce qui concerne ces fameux bains de sang, ce qui fait d'elle donc la fameuse vampire ou comtesse Dracula, comtesse sanglante, tous les surnoms qu'elle a obtenus au fil du temps. Là encore, les historiens comme Radu Florescu ou Raymond McNally, et encore Molnar, ont découvert en observant les procès-verbaux que cette accusation, elle était même pas sur ceci et qu'il n'y avait aucune correspondance avec quelque chose qui pourrait s'y rapprocher. Et d'ailleurs, c'est même soutenu par aucune preuve ou aucun témoin valable. Quant aux essayistes Elisabeth Miller et Michel Murger, ils vont souligner une crédulité de certains universitaires exégètes de Dracula face aux inventions romanesques de l'ouvrage de l'écrivaine surréaliste Valentine Penrose. Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. C'est une entre guillemets biographie qui aurait été donc publiée en 1962, qui est plutôt un roman noir qui accumule des motifs gothiques, bains de sang, machines à assassiner, dont une fictive Vierge de fer, des tortures prolongées. Selon les études de ce livre, on s'est tout simplement servi de l'histoire et on l'aurait modifié avec certains fantasmes sadiques de l'écrivaine Valentine Penrose. Ainsi, le professeur angliciste Jean Marini va évoquer les fameux bains de sang qui ont censé être pris par Elisabeth Bathory. Bien que cette assertion n'apparaisse qu'au XVIIIe siècle, cela pourrait être en effet en relation avec la vogue du vampirisme. Et il regrette d'ailleurs
beaucoup le fait que les gens qui pensent à Elisabeth Báthory se réfèrent souvent à la entre guillemets biographie de Penrose plutôt que d'aller chercher dans les études historiques assez sérieuses d'universitaires hongrois ou allemands sur le sujet. En 1984, l'historien hongrois Laszlo Nagy va avancer une théorie. Cette théorie serait que Elisabeth Báthory n'aurait pas commis tous ces crimes et tout simplement été victime d'une conspiration. Mais cette théorie sera rejetée par Georgi Polak en 1986. En 1997, le Moore, qui est un dictionnaire encyclopédique d'histoire, va mentionner quand même cette thèse de Laszlo et la considérer comme possible. Il est possible que les horrifiques chefs d'accusation aient été inventés par certains membres de la famille pour soustraire Erzsébet à l'accusation suprême de haute trahison, car elle voulait contribuer avec ses gendarmes et avec sa fortune personnelle à la lutte de son cousin Gabriel Báthory, prince de Transylvanie, et donc aller contre les Habsbourg. Pour dissimuler l'action politique de la comtesse et pour ainsi éviter que la famille ne soit compromise, son mari aura préféré qu'elle fût accusée de crimes de droit commun. Et maintenant que je vous ai un petit peu parlé du côté historique avec l'obsession du sang, etc., revenons-en quand même à l'histoire et revenons-en un peu au procès qui va avoir lieu après l'arrestation d'Elisabeth Báthory et de ses 4 serviteurs le 29 septembre 1610. Je vous rappelle que Thurzo serait arrivé, aurait découvert une femme morte et une femme blessée, et que d'autres auraient été enfermés. Au cas où vous auriez un petit peu oublié avec mes blablatages ce que j'avais dit avant. Donc on va assigner la comtesse à résidence, et elle restera d'ailleurs ici jusqu'à sa mort, et ses complices vont être poursuivis en justice. On va un peu bâcler ce procès parce qu'il va être préparé à la hâte et se tenir le 7 janvier 1611 à Biczka. Il sera présidé par le juge de la Cour royale suprême, Theodosius Siemiancis des Soulo, et 20 juges associés. Ce qui est bizarre pour son propre procès, c'est qu'on ne va même pas y mener Elisabeth, car oui, elle ne comparaîtra même pas pour se défendre ou quoi que ce soit. Non, elle restera assignée dans sa résidence. Seuls les accusés des procès Dorothea Sentes, donc que l'on appellerait Dorco, Liona Joe, Catalin Benica et le nain Dianos Yushvari Ibis ou Fisco, selon les noms, vont avoir droit à un procès. Doko, Ilona et Fisco vont être reconnus coupables et exécutés. Avant de les exécuter, on va arracher les doigts de Dorco et Ilona, puis on les jettera au feu pour les tuer. Fisco, lui, vont juger qu'il est un peu moins coupable que les autres, puisqu'il est jeune, et va échapper à la torture des doigts arrachés. On va directement le décapiter et le jeter aux flammes. On va ériger un échafaud public près du château pour montrer que justice a bien été rendue. En ce qui concerne Catalin Benica, elle va être condamnée à une sentence de prison à vie, car elle aurait agi uniquement sous la contrainte et l'intimidation des autres. Du moins, c'est ce qu'elle dit lors de ses témoignages. Comme vous l'aurez compris, les dernières années de la vie d'Elisabeth ne furent pas toutes roses, puisque depuis qu'elle a été assignée à résidence, c'est plus assigné à une seule pièce de sa résidence. Car oui, quand on dit assigné à résidence, des moments où vous avez le droit de vous balader encore dans votre maison, mais de ne pas en sortir. Elle, non, elle est assignée à résidence, mais bloquée dans une pièce de la tour de son château. Et elle restera là jusqu'à sa mort. C'est d'ailleurs le roi Mathias Ier du Saint-Empire qui va inciter notre cher Thurzo à traîner Elisabeth en justice. Ce qui est bizarre d'ailleurs, c'est que à cette époque, on a envoyé 2 notaires pour collecter des nouveaux témoignages. Et ils vont trouver des lettres que se seraient échangées l'empereur et le palatin entre 1611 et 1613. Et on pourrait voir que dans ces lettres, Thurzo, malgré ce qu'on pensait, n'aurait été pas enclin, lui, à attaquer la comtesse. Quoi qu'il en soit, ce qu'il a fait a amené Elisabeth Báthory à être emprisonnée à son château de Kačice et placée à l'isolement. Elle va être gardée dans une pièce maçonnée avec seulement de petites fentes laissées ouvertes pour la ventilation et pour qu'on puisse lui passer de la nourriture. Elle va rester dans cette pièce pendant 4 ans. Le soir du 21 août 1614, Elisabeth Báthory va se plaindre à son garde du corps que ses mains étaient bizarrement très froides. Celui-ci va juste lui répondre « Ce n'est rien, maîtresse, allez simplement vous allonger ».
Elle s'est alors endormie, mais elle s'est endormie pour l'éternité, car le lendemain matin, elle a été retrouvée morte. On l'aurait enterrée dans l'église de Katiche le 25 novembre 1614. Mais selon certaines sources, en raison du tumulte que des villageois auraient fait à cause de l'enterrement de la comtesse sanglante, ils ne voulaient pas, tout simplement, si vous préférez, de cette comtesse qui aurait tué des jeunes filles dans leur cimetière. Et donc on aurait transféré son corps dans sa maison natale de Exed, où elle serait enterrée dans la crypte de la famille Báthory. Je parle de ces lieux d'enterrement comme supposés, puisque à l'heure actuelle, l'emplacement de son corps est inconnu. On a bien cherché à l'église de Katiche ou au château de Katiche, mais il n'y a aucune marque de tombe disant qu'Elisabeth Báthory serait morte. Avant de mourir, elle avait rédigé un testament et elle léguait 2 de ses châteaux à sa fille, Katharina. Mais Paul était l'unique héritier mâle, donc c'est à lui que vont revenir tous les biens d'Elisabeth. Son histoire va être utilisée énormément, que ce soit dans les films, à la télé, dans les séries, dans les bandes dessinées, dans des documentaires, des comics, des mangas, dans la littérature, pour des poèmes, pour créer des jouets, des jeux vidéo, pour utiliser dans les pièces de théâtre. Certains groupes vont même parler d'Elisabeth Báthory dans leurs chansons. Et toujours, lorsque l'on va parler d'elle, on va parler d'elle comme d'un vampire. Alors je vais vous donner 2-3 exemples entre guillemets, parce que si je vous faisais la liste de tout objet culturel, que ce soit, donc comme je vous disais, films, etc., qui parle d'Elisabeth Báthory, je pourrais vous faire une super longue vidéo. Donc par exemple, vous avez Blood Scarab, où on l'a montrée comme l'épouse réticente du comte Dracula. Eternal va plutôt la dépeindre comme une tueuse en série décadente. Werewolf Shadow va montrer des étudiants en archéologie la faisant revivre accidentellement, dont l'un est devenu sa victime et par conséquent un vampire lui aussi. En ce qui concerne le film La Comtesse Dracula de Hammer, eh bien, ça va être grandement inspiré de la légende d'Elisabeth Báthory. Dans Daughter of Darkness, on a Daphne Seyrig, qui est une nomade élégante et intemporelle qui va faire son chemin à travers l'Europe. C'est même un personnage majeur du jeu Castlevania. Et en outre, elle serait aussi l'une des antagonistes du croisement entre Dark Shadow et Vampirella de Dynamite Comics. Mais comme je vous le disais, si je devais vous citer toutes les œuvres de tout type, de manière culturelle, qui utilisent ou qui parlent tout simplement d'Elisabeth Báthory, il y aurait beaucoup trop à en dire. Pour conclure, tout ce qu'on peut dire, c'est que apparemment, cette histoire de vampire et d'Elisabeth Báthory serait tout simplement qu'une légende, une exagération des faits qui se seraient passés réellement. Puis d'ailleurs, lorsqu'on entend la description de ce qu'on lui reproche, les bains de sang, etc., ce n'est pas vraiment ce à quoi on voit un vampire. Dans notre folklore habituel, nous allons dire, le vampire est quelqu'un qui est éternel et qui se nourrit de sang. Or, elle aurait été accusée de faire des bains de sang pour sa peau, ce que d'ailleurs aurait, si je ne dis pas de bêtises, utilisé une tueuse en série très célèbre qui avait des esclaves dans son grenier, justement, dont elle se servait du sang. Mais là encore, apparemment, mais c'est un peu plus crédible en ce qui la concerne, puisque je veux parler de Delphine Lalaurie. Elle aussi aurait utilisé le sang de ses esclaves qu'elle récupérait pour, soi-disant aussi, avoir une peau, surtout au niveau du visage, plus jeune. Du moins, c'est ce qui est montré, surtout, dans une série que j'aime beaucoup qui s'appelle American Horror Story. Mais là, je pars encore en vrille. Revenons au sujet de la vidéo. J'ai tenu quand même à vous parler d'Elisabeth Báthory puisque cette légende persiste encore. Elle est encore pensée par certains comme des vampires, donc c'est pour ça que je l'ai classée dans la catégorie des vampires. Au final, moi, personnellement, je ne pense pas que c'était une vampire, ou tout du moins, même si elle faisait ce dont elle est accusée d'avoir tué des gens, se baigner dans leur sang, pour moi, ce n'est pas ce qui correspond à la définition d'un vampire. Mais cela reste puisqu'elle aurait été donc celle qui aurait inspiré le fameux
comte Dracula, donc c'est que quelque part son histoire est restée. Et peut-être qu'à tout jamais, elle aura cette étiquette du vampire de comtesse sanglante, Erzsébet Báthory. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Vous savez que pour me donner votre avis, est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment commis tous ces crimes? Est-ce que vous la définiriez vous aussi comme un vampire, ou vous pensez qu'elle a été victime d'un complot, ou comme moi, que même si elle a fait ces crimes, elle ne peut pas être considérée comme un vampire tel qu'on le conçoit à notre époque? Enfin bref, dites-moi votre avis dans les commentaires en ce qui concerne la comtesse sanglante. Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. Donc encore une fois, vous savez que vous pouvez commenter en plus de répondre à ce que je vous ai demandé il y a quelques secondes, en me disant de façon générale ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez d'autres vampires en exemple dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne le savez pas, je note sur un carnet toutes les vidéos possibles. Donc je vous dis franchement, j'ai des vidéos jusqu'à temps que je meure. Je peux vivre 100 ans, je crois que j'aurai des vidéos à faire jusqu'à la fin. Mais je touche du bois, car je ne sais pas combien de temps j'y vivrai, combien de temps je serai alloué à pouvoir faire ça, parce que même si je vis, je peux être atteint d'une maladie. Je peux perdre de l'intérêt à le faire aussi, tout simplement, parce que j'aurai d'autres choses à faire à côté, je ne sais pas moi. Cela n'empêche qu'il y a certains sujets où j'ai un peu plus de mal à trouver des informations. Donc, si vous avez des noms en particulier, donc là, sur cette vidéo, comme on parle de vampires, de personnes supposées être vampires ou surnommées vampires par rapport à leurs actes, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je les noterai dans mon carnet du côté des vampires. Et on verra quand je déciderai de traiter du sujet, car vous savez qu'il y a beaucoup de rubriques sur cette chaîne, donc j'ai beaucoup de sujets possibles. Et je suis encore repartie à blablater. C'est plus fort que moi. Mais bon, vous pouvez également liker cette vidéo pour vous montrer également que cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en avoir plus. Vous pouvez aussi vous abonner si vous découvrez cette chaîne et que le bouton s'abonner sous la vidéo n'est pas encore activé. Allez-y, ça prend 2 secondes, vous faites un petit clic. Et puis par la même occasion, vous pouvez même activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en ce qui concerne ma chaîne. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez, aussi bien dans le monde virtuel que dans le monde réel. Eh bien, je crois pour moi qu'il est temps, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les pages de ce grand livre concernant Erzsébet Báthory, mais aussi de fermer les portes de la bibliothèque et de vous dire à une prochaine vidéo.